Allô, c'est Camille, bienvenue dans le podcast 5 à 7 RH, le podcast qui n'a pas peur de vous parler du meilleur comme du pire du monde de l'entreprise. Et oui, ici on va se questionner, s'inspirer, apprendre, mais aussi rire en parlant de sujets légers, mais aussi un peu plus graves, de tout ce qui se joue dans les entreprises et notamment au niveau des relations humaines. Ce que je vais surtout faire, c'est vous apporter des outils pratiques et concrets que vous pourrez utiliser dans le monde du travail. Mais je ne serai pas seule à le faire, et oui, car j'inviterai aussi des spécialistes du leadership, de la santé et de la sécurité au travail, des enjeux RH, de la gestion du stress, bref, une multitude d'invités qui, tout comme moi, ont à cœur de partager leurs meilleures pratiques afin d'aider chacun à s'épanouir dans son travail. Alors que vous soyez salarié, auto-entrepreneur, dirigeant d'entreprise, RH, manager ou tout simplement curieux, ce podcast s'adresse à vous. Et aujourd'hui, je reçois Kevin Salomon. Kevin est responsable éditorial pour la plateforme LinkedIn Learning et plus précisément, c'est un créateur et diffuseur de connaissances. Et vous savez quoi? C'est un peu grâce à Kevin en fait qu'est né ce podcast. Et oui, il y a quelques années, en fait, il m'a contacté pour donner des cours sur la plateforme LinkedIn Learning. Bon, je vous avoue que la première fois qu'il m'a appelé, je me suis demandé pourquoi moi? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Est-ce que je suis assez compétente? Et puis, comme Hélène Lee, vous savez, je l'avais invitée dans le podcast il y a quelques semaines, je me suis dit, zut, allez, on fonce. Et on suit cette petite philosophie qui dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et ça, c'est ce que Kevin m'a appris et c'est ce qu'il a aussi souhaité partager dans le podcast. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il a voulu vous partager parce que nous avons aussi parlé, bien entendu, de LinkedIn Learning et aussi d'apprentissage, de diversité, de recrutement. Bref, une multitude de sujets autour des relations humaines et surtout un épisode où on va parler du fait d'aller de l'avant, d'oser. Alors, je dédie vraiment ce podcast à toutes ces personnes qui ont envie d'aller de l'avant, mais pour qui c'est parfois difficile. Et je vous laisse écouter ce que Kevin a à vous partager, en espérant que ça vous donnera un peu plus de confiance pour accomplir tous vos projets. Allez, bonne écoute! Alors, bonjour Kevin et bienvenue dans le podcast 5 à 7 RH. Et tu vois, justement, en parlant de 5 à 7, je voulais faire un petit point là-dessus car je sais que toi aussi, tu as vécu au Canada. Et c'est une expression qu'on utilise beaucoup au Québec pour désigner le fait de partager un bon moment ensemble avec ses collègues, un apéro après le boulot. Alors là, on n'a pas d'apéro avec nous, mais je te propose qu'on se mette bien à l'aise et que tu me racontes un peu qu'est-ce qui t'a amené au Canada il y a quelques années. Aujourd'hui, maintenant, tu es en Autriche. Donc voilà, un peu connaître ton parcours rempli de voyages, de ce que j'ai pu voir. Oui, je peux te dire ça. Bonjour. Bonjour Camille, déjà, avant tout. Alors, pour expliquer tout ça, donc, le Canada, en fait, tout bêtement, c'est quelque chose ça a été un rêve depuis tout petit. Je sais pas pourquoi. Je saurais pas t'expliquer pourquoi le Canada m'a fait rêver, mais je savais qu'à un moment, j'allais aller au Canada. Et tout bêtement, la question de timing, ça a été surtout le timing. Pourquoi j'ai d'abord fait le Canada et à quel moment j'ai fait ça. C'est que j'ai un côté un petit peu rebelle, qui est que quand j'ai fait mes études, j'ai vraiment refusé de vouloir faire toutes les grandes écoles, HEC, etc. C'est des choses que j'ai vraiment pas voulu et que je savais que ça allait m'amener vraiment dans la difficulté parce que, faut le savoir, hein, les grandes écoles, ça t'ouvre des portes. Mais je me suis dit, moi, je veux faire l'approche de, j'apprends par l'expérience et j'apprends par le travail. Et du coup, ça a toujours été comme ça. Et ce que j'ai voulu aussi faire, c'est expérimenter. Alors, si tu as réussi à déceler des trucs dans mon parcours, c'est que moi, j'expérimente tout. Je dis oui, je travaille, je récupère ce que je peux récupérer, et après, je l'utilise dans les travails suivants, quoi. En tout cas, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait plein de trucs différents et je récupérais à chaque fois une partie. Et puis après, je suis arrivé à mon poste actuel. Donc après, là, tu as quitté le Canada ensuite, tu es venu en Autriche juste après, c'est ça? Non. Alors, non, pas vraiment. Justement, quand je suis revenu en fait du Canada, c'est là que j'ai travaillé pour les assurances et pour les mutuelles. Et j'ai aussi fait un autre job qui est chargé de base de données. Donc, aucun rapport. Mais je me suis aperçu que c'est pas du tout ce qu'il me fallait, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai essayé plein de trucs parce que moi, dans mon idée, le plus important, c'était de savoir ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Toujours, pour moi, c'est le plus important, c'est de savoir qui tu es et pour savoir ça, il faut faire des expériences, quoi. Mais tu sais, et du coup,
Oui, Excuse-moi, je dis-moi. t'interromps parce que je trouve intéressant ce que tu es en train de me dire. Comment est-ce que tu fais? Tu sais, parce que là, tu me dis, OK, j'expérimente à chaque fois pour savoir ce que j'aime pas. Et puis des fois, souvent, enfin, quand tu es jeune, des fois un peu dans la vie, tu dis, OK, mais à un moment donné, il faut quand même que je me pose. Est-ce que je vais continuer comme ça à changer à chaque fois de pays, de job, jusqu'à savoir ce que je veux pas? Est-ce que tu as eu cette réflexion-là où tu t'es toujours dit, de toute façon, moi, tant que ça me plaît pas, je continue à avancer, puis c'est pas grave si à chaque fois je change. Ça a été quoi ta réflexion autour de ça? En fait, il y avait une limite un peu bizarre, c'est-à-dire que à partir, je quittais les emplois dans lesquels j'étais à partir du moment où on me proposait un CDI. Dès qu'on me Oh! proposait un CDI, je disais bah non, ça veut dire que c'est bon pour moi, c'est le moment de partir parce que je me vois pas à long terme ici. Et c'est là où justement je me remettais en question et que je réfléchissais à qu'est-ce que je vais faire d'autre. Et ce que je faisais d'autre, c'est que j'ai toujours eu cette approche-là, c'est je regarde un emploi, s'il me plaît, que j'ai les compétences ou que je n'ai pas les compétences, je postule. Wow. Et, euh, et pour être honnête, j'ai eu juste un job où ça a pas été, où j'ai pas été recruté. Et pourtant, tu vois, j'ai pas, comme je te dis, c'est que j'ai un CV sur mon CV au niveau de la formation, c'est que j'ai une licence en management et informatique. J'ai de l'expérience là-dedans, mais pas tant que ça, quoi. Donc, j'ai pas non plus le enfin, le fou qu'il faut avoir. Mais j'ai appris à gérer un entretien. Mais alors, comment est-ce que tu fais ça? Alors, si là, franchement, tu as des tips à nous partager là-dessus, parce que, tu sais, des fois, on se dit, OK, on va essayer, on voit l'annonce, on va essayer de rentrer dans les cases, dans chaque chose qui nous dit. Et puis, si on voit des fois que même il y a un petit truc qui fait que, on rentre pas dans la case, on va pas du tout postuler. Je pense que à partir du moment où déjà tu as confiance en toi, c'est une force qui fait que tu arrives à transmettre cette confiance au recruteur. Et j'ai un autre avantage, c'est que je suis déjà de nature à sourire. Et tous ces critères-là, c'est de l'inconscient. Hein, c'est bête à dire, hein, mais c'est de l'inconscient, mais ça met à l'aise le recruteur. Et moi, j'ai mis un point d'honneur à mettre à l'aise le recruteur. Toujours. C'était, j'ai comme un peu essayé toujours d'inverser en fait la position en disant bah voilà, je m'offre à l'entreprise, mais si l'entreprise me prend pas, c'est pas dramatique. Parce que si dans cette pensée-là, je sais que je me rate, mais je me rate totalement. Et je dirais que c'est ça. Tu vois, un de mes entretiens qui a été où j'ai dû faire de la vente, donc dans la fameuse la mutuelle des étudiants. Une des choses qui m'intéressait dans cette partie-là, c'est que bah, c'est une mutuelle, donc il y a du social. Donc le social avec la CAF, j'ai su que c'était une partie qui était intéressante. Par contre, une des questions qu'on m'a posées, c'est est-ce que vous êtes capable de faire de la vente? Et j'ai été très honnête. Je lui ai dit, moi, la vente, c'est pas quelque chose je peux le faire, mais j'aime pas ça. Donc, si l'emploi est basé trop là-dessus, ça ne sert à rien de me prendre. Et du coup, j'ai eu un centre d'entretien et la personne que j'ai eue m'a dit, OK, très bien pour cet entretien. Demain, vous avez un autre entretien. Ne mentionnez pas cette partie-là. Et je savais que du coup, c'était la vente était assez importante. Et l'entretien suivant, la première chose que j'ai dit, c'est on m'a dit de pas vous dire ça, mais moi je vous Mais le dis. non! Mais j'ai été pris. J'ai été pris parce que je pense qu'il y avait l'honnêteté aussi importante. C'est-à-dire que là, tu peux faire confiance finalement au candidat. Alors attends, parce que moi là en fait, je retiens deux choses de ce que tu me dis là, c'est soyez honnête, et puis j'avoue qu'en tant qu'ancienne recruteuse en fait, je peux qu'encourager ça, et puis à un moment, ça va se voir si vous n'êtes pas honnête, donc c'est ni bénéfique pour vous en tant que candidat, et c'est pas bénéfique non plus pour l'entreprise. Et l'autre chose que je pense qui est vraiment important aussi de retenir dans ce que tu me dis là, c'est c'est que tu n'as rien à perdre, en fait. Et qu'il faut arrêter d'avoir un peu cette peur. Ça, je sais à quel point ça peut être difficile, mais d'arrêter d'avoir cette peur du jugement de l'autre, parce que de toute façon, si on vous a déjà proposé un entretien, c'est que votre CV porte à croire quand même que vous êtes potentiellement en mesure de répondre aux besoins ou de trouver en tout cas une solution au problème de l'entreprise. Alors allez-y, foncez, puis c'est pas grave si on vous dit non, il y aura d'autres opportunités, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Mais tu vois, c'est une mentalité aussi sur le côté un peu destin. C'est-à-dire que bah voilà, si j'ai pas cette opportunité, c'est parce que je dois faire autre chose. Et là, je suis pas du tout croyant, hein, mais j'aime avoir un peu cette idée-là parce que déjà, tu te protèges et tu peux avancer en fait. Tu sais que demain, ça sera toujours plus brillant, plus beau que le jour précédent, quoi.
Ah, c'est beau ce que tu dis là. C'est beau, hein? C'est beau. Ouais. Tu Et peux le mettre. ouais, je vais le mettre en phrase philosophique de Kevin à C'est ça. garder. C'est ça. Et justement, donc là, par rapport aux choses belles qui te sont arrivées, donc après, si je peux dire, t'es partie en Autriche, c'est ça? Mais ça, tu vois, pareil, l'Autriche, au départ, je suis parti parce que j'ai suivi ma copine, qui était autrichienne. Donc, du coup, je l'ai suivie en Autriche et puis je suis parti là-bas en me disant, bah voilà, bon, je vais regarder pendant un mois. Si pendant un mois, je trouve pas de travail, bah malheureusement, ça va être un peu compliqué pour notre relation. Et heureusement, en fait, au bout de 2 jours, j'ai vu une offre d'emploi pour être monteur vidéo en français. Bon, bah, je me suis dit, bon, j'ai la moitié du poste, je suis français. Je pensais. Génial. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai postulé et bah, en fait, ça s'est réalisé. Bon, et j'avais pas beaucoup d'expérience, hein. La seule expérience que j'avais, c'est bah, d'avoir fait des montages pour une soirée ou tu vois, entre amis, quoi. Et pourtant, ça s'est fait. Et souvent, bah, comme ça fait partie des choses que mes amis peuvent me dire, c'est ah mais Kevin, toi, t'es quelqu'un qui est chanceux. Et en fait, je combats un peu ça parce que derrière, la chance, c'est pas l'unique critère en fait quand on réfléchit à ça. Le critère, c'est quelqu'un d'autre aurait pu voir ce poste et n'aurait pas appliqué en fait et ne serait pas allé à l'entretien d'embauche. Et finalement, il n'aurait pas eu cette chance parce il ne se serait pas donné cette chance. Et moi, j'y suis allé et puis bah, avec un peu de culot, ça passe. Donc, En fait, c'est toi qui crée ta chance à chaque fois. Tu vas aller chercher les opportunités. c'est ça, c'est ça. Il faut être à l'écoute. Il faut le sentir aussi parce que tu vois, par exemple, si c'était quelque chose où je me sentais absolument pas capable ou que j'allais déprimer dans mon travail et que j'allais pas pouvoir avancer, je pense que j'aurais abandonné. Sauf que j'ai senti qu'il pouvait avoir un accompagnement, que j'allais pas me retrouver à faire des projets euh, absolument incroyablement difficiles et puis que j'allais pouvoir apprendre et du coup j'ai appris. Et donc, du coup, de ce que j'ai pu voir, donc tu as appris ce qui t'a amené aujourd'hui après à travailler chez LinkedIn Learning. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai regardé un peu ton profil et j'ai vu qu'à un moment, il est écrit que tu es créateur et diffuseur de connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors en fait, il faut savoir sur LinkedIn, une des choses importantes, c'est que tu dois avoir une catchphrase, tu vois, une phrase d'accroche qui ne soit pas forcément ton poste. Euh, et, et ce qui est très utile pour moi en fait, parce que si je dis aux gens que je suis content manager, ça ne veut rien dire pour les gens. En fait, content manager, c'est un responsable éditorial, mais c'est pas la seule chose que je fais. Une des différentes casquettes, c'est de recruter du monde, de faire de la stratégie, faire de la diffusion. Et du coup, créateur et diffuseur de contenu et de connaissances, c'est bah, aujourd'hui, quand je crée ma stratégie, j'identifie les différents besoins qu'il y a dans notre catalogue de formation et finalement les différents besoins du marché. Aujourd'hui, il y a une tendance qui est beaucoup sur la diversité. Tips de diversité et inclusion, belonging. Belonging en anglais, c'est appartenance. Et du coup, voilà. Et à partir de ces thématiques-là, bah, je trouve des contenus, je trouve les personnes qui collent avec ces contenus, qui sont capables d'apporter une expertise. Et ensuite, dès que cette expertise ce cours est réalisé, on le diffuse via la plateforme LinkedIn Learning. Comment est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu suis, enfin voilà, c'est quelqu'un qui dit, OK, nous, on aura besoin de ça comme formation pour plus tard. C'est assez intéressant en fait parce que tu as différents aspects. Tu as forcément notre équipe vente qui sont sur le terrain et qui, bah, quand ils font des ventes et qui nous disent, bah, j'ai pas pu faire la vente parce que ces gens recherchent, les clients recherchent tel contenu. Ou on a aussi des suivis de clients, des personnes qui sont déjà là et qui peuvent nous dire, bah voilà, c'est dommage, votre bibliothèque, il manque tel sujet. Ça en fait partie. C'est pas la partie la plus importante en fait. Une des plus importantes, ce qui est super, c'est plus ou moins la vie en fait, parce que quand tu vis dans une entreprise et que tu fais ce genre de sujet, à l'intérieur même de l'entreprise, tu as des problématiques que tu identifies et tu peux t'inspirer déjà de ces contenus-là parce que tu t'aperçois que bah tiens, c'est étrange, les gens ont cette problématique-là.
on en parle tous les jours. Et si on avait une formation là-dessus, ça serait super. Donc ça fait partie des différentes inspirations parce que il faut le noter aussi, c'est que moi, ma partie, c'est vraiment la partie compétences professionnelles, c'est-à-dire que tous les développements personnels, les outils bureautiques, c'est des choses que je vis au quotidien. Et la dernière partie, c'est la veille. Clairement, la veille sur Internet, c'est la lecture de beaucoup d'articles. C'est naviguer finalement sur les différents sites web. Moi, par exemple, aller sur YouTube, regarder une vidéo, c'est pas, ça va être considéré comme du temps de travail parce qu'en fait, c'est là que tu décèles les nouveaux formats qui arrivent et quels sont les sujets qui sont tendances en fait. Parce que sur YouTube, il y a des contenus, par exemple, il y a des contenus de divertissement, mais il y a aussi de l'apprentissage, par exemple. Et puis après, nous, on crée notre propre contenu. C'est ce qui est plaisant. Clairement, c'est de dire, j'ai vu quelque chose. Et moi, j'ai un peu ce côté-là, c'est-à-dire, souvent, je vois quelque chose, je dis, ça serait bien s'il y avait ça. Et puis là, j'ai ce plaisir de pouvoir le faire. Ouais, t'es vraiment un créateur de connaissances en même temps, quoi. C'est ça. Tu dois être, dans mon boulot, tu dois quasiment être le premier client, en fait. C'est ça. Mais alors, je sais que tu as un autre aussi aspect de ton boulot. Alors, tu me diras si j'ai bon ou pas. Mais j'ai l'impression que tu es un peu recruteur aussi. Un recruteur un peu particulier. Mais justement, comment est-ce que tu recrutes? Est-ce que tu prospectes les formateurs? Alors, pareil, il y a plusieurs aspects. Moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment se prospecter. On a, un des aspects. Donc, c'est dans mon job, on va dire, j'ai deux casquettes, surtout la stratégie où on va choisir les différents contenus qu'on a besoin. Et l'autre casquette, ça va être trouver le formateur qui va coller avec les différents sujets. Et donc ça, c'est la partie recrutement. Et c'est vrai que en fait, il y a à l'intérieur même de ce recrutement, on a plusieurs profils. Il y a, tu vois, quand tu fais du marketing, quand tu fais de l'outil bureautique ou tu fais du développement personnel, professionnel, tu te retrouves à pas retrouver finalement les mêmes consultants, les mêmes experts, parce qu'il y en a qui ont plus l'habitude d'être face à une caméra, de parler devant beaucoup de gens. Et donc du coup, c'est très intéressant parce que j'ai pas vraiment deux approches. Je dois avoir deux approches parce que c'est pas les mêmes qualités qu'on recherche chez les uns chez les autres. Mais quand moi je recherche, donc dans mes recherches, je recherche toujours en utilisant aussi le genre qui est important parce que sur Internet, je recherche des consultants, des consultantes, des experts, des expertes, et j'oublie pas en fait d'utiliser ces mots-là parce que souvent tu arrives finalement sur les offres cachées, sur les personnes qui vont avoir mis consultante, alors que le réflexe est de mettre consultant, et malheureusement tu passes à côté de vraies pépites entre guillemets. Mais même pour les recruteurs, là, je suis en train de penser aux recruteurs qui peuvent peut-être nous écouter et qui, comme toi, font aussi des recherches sur LinkedIn. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément. Même en tant que femme, tu sais, là, tu es en train de me dire ça, c'est vrai qu'on le met très souvent au masculin, puis des fois, tu ne penses pas à le mettre au féminin, puis tu passes à côté de super beaux profils. C'est toute la difficulté. Et pareil, il y a les différents algorithmes où il y a des gens qui arrivent à mieux se faire référencer. Et puis, tu as aussi les questions d'opportunités où tu as en gros, les difficultés pour ces gens-là, c'est que moi, vraiment, dans mon profil, dans ce que je recherche des gens qui sont experts dans un domaine. J'essaye vraiment d'essayer de trouver le maximum qui soient experts sur un seul domaine parce que plus ils sont diversifiés, plus c'est dommage à dire, mais moins ça m'intéresse, on va dire, parce que j'aime aussi en fait créer une sorte d'expertise sur des formateurs, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait du Photoshop, qui fait de l'Excel et qui va faire je ne sais quoi d'autre, de la diversité. Finalement, pour moi, même si malgré qu'elle ait une expertise, tu peux moins être concentré sur un sujet et finalement explorer un sujet jusqu'à la fin, même s'il n'y a pas forcément de fin, que si finalement tu as plusieurs sujets d'expertise.
Donc là, ce que tu me dis, c'est que quand tu fais une recherche pour trouver un formateur, c'est que tu regardes vraiment une personne qui a une vraie expertise sur le sujet, tu regardes tout son parcours, et puis c'est C'est là où ça. voilà, tu vas la contacter. Mais justement, avant de la contacter, alors ça, je pense que ça va aussi intéresser beaucoup de personnes, parce que avant de la contacter, tu sais, des fois, tu fais se connecter sur LinkedIn avec la personne, et puis on te dit, oh, est-ce que tu voudrais lui faire un petit message, puis tu sais jamais, est-ce que j'écris un message, qu'est-ce que je vais écrire dans le message, est-ce que je lui écris plus tard, toi, qu'est-ce que tu Mhm. fais? Alors, moi, justement, parce que je vais avoir une approche un peu qui soit égalitaire pour tout le monde. Il faut le dire, pour beaucoup, en fait, je contacte pas beaucoup de gens, en fait. Je préfère faire beaucoup de recherches et contacter une personne, et puis je vais attendre une semaine, 2 semaines. Si elle me répond pas, bah, c'est tant pis. Mais que ça soit un homme, par exemple, ou une femme, ça va être exactement le même message. Parce que je veux clairement que ce soit formalisé sur cet aspect-là, justement pour le côté un peu de diversité et dire, bah, c'est pas parce que c'est une femme que je dois prendre une tournure un peu différente, même si de base mon message est pas violent, mais moi quand je contacte quelqu'un, c'est bah voilà, je suis très content de vous connecter, de me connecter avec vous. Voilà, je me présente, Kevin Salomon, donc je travaille pour LinkedIn Learning, blablabla. Euh, je recherche un formateur dans tel sujet. Euh, Votre profil semble très intéressant. Si ça vous intéresse, on n'hésite pas à se contacter. Et puis après, dès que j'ai ma première réponse, c'est là où on a une attitude un peu moins formelle, où on commence à s'écrire. Et dès qu'il y a le premier contact, je demande à faire une visioconférence. Parce que pour moi, c'est triste à dire, mais c'est pas forcément triste à dire. En fait, ce que j'aime, c'est que c'est à ce moment-là où je vais ressentir le feeling de savoir qui j'ai en face de moi. Et dans mon travail, c'est très important. Voilà. Quand tu me dis que tu vas ressentir le feeling, enfin, qu'est-ce que tu regardes si le contact il passe bien avec toi? Sur quoi est-ce que tu te bases exactement? Alors en fait, oui, ça clairement en fait parce que quand je recrute quelqu'un, il y a beaucoup d'humains en fait dans mon travail, c'est que moi je recrute pas vraiment un employé, je recrute un collaborateur, quelqu'un avec qui on va travailler ensemble et j'ai besoin qu'on s'entende bien. C'est-à-dire que ma première question dans ces visioconférences, c'est toujours la même, c'est est-ce qu'on peut se tutoyer? Et alors ça perturbe beaucoup. Ça perturbe beaucoup, mais à partir du moment où tu poses cette question, c'est là où la personne en face de toi se libère. Donc, alors c'est pas conventionnel en RH, hein, je le sais que c'est pas forcément c'est pas forcément la norme, mais moi c'est quelque chose que si la personne veut vous voyez, c'est pas grave, hein, on va continuer l'échange, mais je sais qu'en tutoyant directement, on crée une relation un peu plus intime et euh, et on est beaucoup plus honnête l'un envers l'autre en fait. Après, je pense que tu sais, tu me dis que c'est pas la norme, mais en même temps, ce que tu apportes là, et je trouve que ça peut être aussi un bon conseil, c'est que en tant que recruteur, on n'est pas là non plus pour piéger le candidat. Au contraire, ce que tu C'est veux ça. chercher, c'est ce qu'il a à l'intérieur, là, qu'est-ce que tu as à donner. C'est Donc, vrai, c'est vrai. si tu arrives à créer cette relation de proximité, c'est ce que j'ai l'impression que ce que tu crées. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Alors, je vais t'avouer un secret, quelque chose que je t'ai jamais dit, Kevin. Oh Le mon jour, Dieu. le jour où toi, tu m'as contacté, je pensais que c'était une blague. En vrai, je pensais que c'était un faux profil. Je me disais, non, mais c'est pas possible. Pourquoi on me contacterait? Pourquoi moi pour faire des formations? En quoi est-ce que je suis légitime? Et puis on a fait notre premier appel et je me suis dit waouh, mais c'est pas possible. Pourquoi moi? Tu sais, je me sentais vraiment avoir ce syndrome de l'imposteur là. Et Mhm. puis je sais pas, est-ce que tu as eu d'autres formateurs qui ont osé te l'avouer avant moi là, ou c'est la même chose? Et comment est-ce que tu fais pour gérer ça? Je l'ai eu plusieurs fois. Et alors, c'est ce qui est fou vraiment, c'est que ce syndrome-là, on va dire, je l'ai eu beaucoup plus avec des femmes qu'avec des hommes. Et ce que je trouvais en fait, ce qui est et je j'ai jamais su vraiment expliquer pourquoi. Je pense, pour être honnête, qu'il y a beaucoup un peu de côté sociétal de ce qui s'est passé là-dessus. Parce que en fait, moi, quand je contacte, toi, ton profil, par exemple, après ton profil à toi, qui était intéressant, c'est que tu avais une partie RH. Et la deuxième casquette que j'ai beaucoup aimée, voilà, je te dis tout, c'est que c'est le côté journaliste. Et en fait, comme tu avais passé face à la caméra, c'est quelque chose que j'avais besoin que tu sois aussi à l'aise face à une caméra. Et donc ça, c'était quelque chose où j'avais une assurance. Après, au niveau du contenu, tu sais bien qu'on retravaille ça ensemble et puis on fait des essais et puis si ça marche pas, ça ne marchera pas. Mais au moins, on fait un essai.
Mais oui, ce syndrome de l'imposteur, j'ai eu plusieurs fois. Et est-ce que, voilà, là, parce que je vois que la façon, en tout cas, moi, j'avais réussi vraiment à me mettre à l'aise. Je me rappelle que tu me disais, OK, après, de toute façon, tu vas être accompagné. Et puis c'était top, cette expérience. C'est ce qui permet après de vouloir continuer à faire ça. J'ai l'impression qu'une fois que tu passes ces steps-là, ça va. Tu es quand même beaucoup plus mis en confiance pour la suite, pour pouvoir faire encore plus de choses. Et puis, j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est le petit message que je veux faire passer avec toi et de ce que tu as dit, tu sais, au tout début du podcast. Mais en fait, osez, vous avez rien à perdre là. C'est oublier ce syndrome-là. Ose. Clairement. Bah moi, clairement, c'est ça. Hein. Puis c'est un peu l'approche. Si je vois quelqu'un qui est confiant, si je vois quelqu'un qui est bon. Alors je tiens à préciser hein, que pour les personnes qui vont après postuler et qui vont venir me voir, pas juste être confiant. Hein. Je fais quand même des recherches un minimum. C'est pas la nouvelle stratégie pour forcément arriver dans mes filets entre guillemets. Mais oui, clairement. Enfin, je sais que c'est pas simple. Hein. Vraiment, c'est pas simple. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que je recrute pas non plus que des gens qui sont confiants. Mais tu sens quelqu'un. J'ai besoin de sentir qu'il y ait de l'honnêteté, qu'il y ait une volonté hein, finalement d'avancer en fait, et qu'il y ait une motivation. Enfin, clairement, ça se sent en fait. Hein, ça se ressent. C'est de l'humain. Moi, je dis qu'on est nous sommes des êtres sociaux et du coup tu as ce feeling là. T'as clairement ce feeling là. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de partager ses connaissances, mais que ce soit en devenant formateur pour LinkedIn Learning par exemple, ou même pour écrire un post, ou encore même former ses collègues, tu sais, mais des fois on n'ose pas vraiment le faire. Quel conseil tu pourrais donner pour pouvoir sauter le pas, pour pouvoir le faire? Alors déjà pour les formateurs, pour ces profils-là, moi c'est quelque chose qu'il faudrait mettre, c'est de pas hésiter à mettre expert. Alors il faut savoir que ça c'est des choses que j'ai eues plusieurs fois par le passé où je me retrouve avec des gens qui ont noté expert. C'est triste à dire, hein, faut vraiment. Et bon, il faut pas avoir peur de dire bah voilà j'ai une expertise et je vais le mettre en avant parce qu'on se retrouve finalement tristement avec des profils qui sont où tu peux dire bon, ils sont experts, mais bon, voilà, c'est un peu tendancieux. Donc du coup, ils sont face à ces personnes-là et parce qu'ils n'ont pas ce mot-clé, ils se retrouvent à être mis sur le côté, enfin pas forcément mis sur le côté, mais plus bas dans la pile, alors que ils ont peut-être autant de compétences. Donc il y a ça et puis sinon, ce qui est important, c'est déjà se lancer en fait. Au niveau de la formation. J'en faisais jamais. Ce qu'on me disait quand j'étais plus jeune, on me disait ah mais Kevin, t'es pas très pédagogue, etc. Alors que maintenant, enfin voilà, je fais de la formation et puis je suis même moi-même formateur avec des bons retours, hein, je tiens à préciser, et parce qu'on sait jamais. Et et j'ai pris un risque en fait. C'est prendre le risque et c'est toujours ça en fait dans la vie. C'est tant si tu prends pas de risque, bah, t'es sûr que t'arriveras à rien en fait. Enfin, c'est pas que t'arriveras à rien, mais soit tu vas attendre un énorme coup de chance, mais bon, voilà, t'arriveras pas forcément à quelque chose. Si par exemple tu veux devenir, manager, tu veux être PDG d'une entreprise, bah c'est pas en juste restant là, en faisant ton travail quotidien que tu vas y arriver. C'est en faisant des efforts extra, c'est en te disant ah bah tiens, on m'a proposé une mission, bah je suis pas sûr si je suis capable de le faire, mais bah j'essaye quoi. Ouais, c'est tellement ça. Mais alors, c'est quoi d'après toi le plus gros risque que toi t'as pris, qui ait fonctionné ou qui n'ait pas fonctionné, mais voilà, c'est quoi ce plus gros risque que tu as pris justement? On va dire là dans mon entreprise actuelle, on va dire il y a deux risques. Le premier risque qui est passé quand j'ai choisi du montage vidéo, je me suis perçu clairement que bah malgré que j'ai eu quelques compétences, j'étais pas non plus le plus grand expert du monde et que vite fait quand on va avoir des nouveaux employés, bah, je vais être en bas je vais être en bas de la pile quoi. Je vais pas être le. Donc, du coup après un an, peut-être un an et demi, j'ai changé à l'intérieur même de l'entreprise et je savais que je prenais un risque parce que t'es dans un confort et puis bah du coup
du coup, je suis allé dans une difficulté. Et le deuxième risque que je trouve le plus important, ça a été de contacter des gens qui m'impressionnaient en fait. Dans mon travail, c'est vraiment je recrute des gens qui ont de l'influence, qui ont beaucoup, par exemple, d'abonnés sur LinkedIn ou qui sont connus. Et la première fois, avant de faire ça, quand tu les contactes, t'es pas fier. Enfin, clairement, c'est pas que t'es pas fier, mais tu te dis, ah, voilà, est-ce que je vais pas déranger la personne? Est-ce que, euh, est-ce que je me trompe pas? Enfin, voilà, est-ce que c'est pas ridicule ce que je suis en train de faire? Et en fait, non. Enfin, moi, j'ai contacté ces gens-là. Je les ai entre guillemets, je l'ai communiqué exactement de la même manière, hein, que je peux faire avec n'importe quel formateur. Je les ai traités de façon, j'étais très humain avec eux. Et en prenant ce risque-là, pour moi, c'est un risque. Hein, c'est pas non plus. Voilà, certaines fois, c'est des célébrités, je risque pas ma vie. Hein, mais c'est des risques parce que je me challenge et je sais que je serai pas dans ma zone de confort. Et en faisant ça, c'est là que j'ai eu finalement mes plus grandes réussites, où ça m'a apporté, ça m'a ouvert des portes, ça m'a ouvert des projets, ça m'a ouvert de bonnes choses. Et aujourd'hui, je suis dans une plus grande facilité de recrutement parce que je sais que même un échec, c'est quelque chose de positif. Souvent, on dit, ah, il faut que tu changes ta zone de confort. Moi, j'ai l'impression que toi, ce que tu fais, c'est que tu la changes pas, ta zone de confort, tu l'agrandis, en fait. Parce que maintenant, tu me dis, OK, j'ai Intéressant. pris ce risque-là, puis je me sens plus à l'aise, donc OK, je continue. Moi, j'ai pas l'impression que tu la changes, j'ai vraiment l'impression que toi, tu agrandis complètement ta zone de confort à chaque fois. Tu vois, c'est intéressant parce que tu vois, une des choses quand je suis parti au Canada, quand j'ai fait les fameux bénévolats, j'avais une problématique. C'est que j'avais une difficulté énorme en fait, où j'étais mal à l'aise finalement avec des personnes qui avaient un handicap. C'était quelque chose où je sais pas pourquoi, parce que j'avais peur de mal faire. Donc j'étais très très mal à l'aise avec ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour combattre ça, j'ai été faire du bénévolat pour les Jeux paralympiques à Montréal. Et avoir fait ça, où je sortais vraiment que j'avais vraiment, enfin, j'étais un peu inquiet, hein, j'avoue que j'étais un peu inquiet. Mais aller là-bas, c'est là que je me suis aperçu que mes inquiétudes étaient ridicules et que je passais à côté de quelque chose, quoi. Donc, clairement, ma zone de confort, je l'agrandis. Et je me fais pas du mal, mais on me dit c'est pas possible, je vais essayer quand même, quoi. Non, c'est tellement top. Enfin, j'aime trop ce que tu es en train de nous transmettre là. Et puis ça me donne envie, ok, ceux qui nous écoutent, mais faites-le en fait. On réalise pas toujours, tu sais, on a des fois cette petite boule au ventre avant de faire une action qui nous stresse un peu. Mais en vrai, tant qu'on joue pas notre vie, je trouve que on a vraiment rien à perdre derrière. Et c'est beau ce message-là que tu es en train de transmettre. Il y avait autre chose que je voulais voir avec toi qui est aussi un peu difficile à faire, enfin, en tout cas je pense, c'est que des fois tu dois dire non à un formateur qui a suivi tout le processus de recrutement. Ouais. Et parce que dire non, c'est pas toujours évident. Toi de ton côté, comment est-ce que tu gères ça? C'est la partie la plus dure. Ah, c'est clairement la partie la plus dure parce que justement, comme j'essaye de créer une relation très vite, très vite, ça met les gens en confiance. Mais je promets jamais rien en fait. Je dis toujours qu'il y aura des difficultés, que c'est pas simple et que l'avantage en fait, c'est que les personnes que je recrute, souvent elles ont peu d'expérience sur ce format-là parce que faire de la formation en vidéo, il y a peu de gens pour être honnête, il y a peu de gens qui ont de l'expérience. Donc du coup, alors ce que je fais, c'est que je suis complètement transparent. Ils savent que je rappelle toujours que c'est humainement, j'apprécie la personne. Je reste toujours en contact avec ces personnes-là et je me dis, si un jour tu te développes dans ces caractéristiques, on changera d'avis. Pour le moment, c'est compliqué, on va pas pouvoir le faire, mais voilà, c'est pas une porte qui est fermée à jamais parce que ça serait bête de le faire. Ça serait complètement bête de le faire.
Ok, ah bien. Et il y avait une autre chose, alors je ne sais pas si tu peux me le dire ou pas, mais est-ce que dans tes statistiques, j'ose quand même, hein. Tu me dis Camille, tu peux oser, bon, moi j'ose. Alors je ne sais pas si tu peux me le dire ou pas, mais est-ce que dans tes statistiques, les personnes ont eu plus envie d'apprendre pendant le confinement? Ah, clairement. Ah, clairement. Alors, en fait, c'est assez simple de voir ce genre de choses. Un outil que j'utilise beaucoup, c'est Google Trends. Quand tu vas sur Google Trends, en fait, c'est les tendances le jour des sujets. Et si tu mets formation en ligne ou oui, formation e-learning et que tu mets ça sur Google Trends, tu vois que durant le confinement, la formation, ça a explosé. Clairement. Euh, et la raison, elle est multiple. Hein. La raison, c'est que les gens avaient plus de temps parce que la formation, c'est toujours un peu ah ouais, il faut que je me forme, bon, on verra plus tard. Et là, pour une fois, la formation, c'était on avait du temps pour le faire parce que on était à la maison et puis il y avait malheureusement moins de travail au bureau. Et donc du coup, oui, clairement, la formation, ça a bien marché. Ce qui est très bien. Oui, oui, complètement. Et mais justement, là, tu me dis, ah, c'est vrai que des fois, on a envie d'apprendre et puis on n'a jamais le temps. Comment est-ce que toi, tu fais pour pouvoir te motiver à suivre une formation, à apprendre? C'est quoi tes bonnes pratiques là-dessus, enfin, tes petits tips? Euh, Comment je fais moi, c'est que je me dédie des plages. Si tu te dédies pas un moment pour pouvoir le faire, tu vas toujours avoir des mails, tu vas toujours avoir quelque chose. Et une autre astuce, c'est que, alors moi je suis du matin, hein, clairement, c'est quasiment de le faire, c'est que ça soit la première activité de la journée. Parce qu'à partir du moment où tu vas ouvrir tes mails, tu vas avoir d'autres pensées. Et si tu le mets à, je sais pas, ça dépend à quelle heure les gens commencent, mais si tu mets ça à 8 heures, ton cerveau théoriquement est réveillé chez moi et amené à travailler. Il est encore en pleine forme et il te donne et tu te laisses du temps sans être perturbé par un mail que tu as réfléchi et tu dis ah ma mince tiens il faut que je le fasse. Et aussi de se faire des sessions qui sont pas forcément des sessions de 3 heures. Ça sert à rien pour moi de faire 3 heures une journée et de rien faire après le reste de la semaine. Vaut mieux faire 20 minutes, 25 minutes chaque jour et avoir quelque chose en apprentissage que se faire juste une formation et au final pas appliquer. Et pareil, c'est pouvoir appliquer le plus possible. C'est-à-dire que si on apprend une chose sur Excel, par exemple, à faire une formule, on essaye de l'appliquer soit dans la journée, soit le jour d'après. Et après, on peut comprendre euh, quel intérêt peut avoir chez soi. En fait, moi, j'ai appris beaucoup. En fait, aujourd'hui, maintenant, dans mon entreprise, euh, on voit un peu expert dans ce domaine de l'Excel, mais parce que finalement, j'ai récupéré des problématiques et je me suis formé là-dessus pour trouver des solutions. Alors que quand tu ne connais pas qu'il y a des possibilités, tu ne peux pas savoir qu'il y a des solutions. Ouais, complètement. Mais alors, il y a une question là qui me vient parce que je trouve ça intéressant le fait que tu me dises, bah, moi, je peux me lever le matin et puis je vais d'abord commencer à apprendre quelque chose. C'est quoi ta routine de la journée? Tu commences, tu te lèves, je sais pas, j'ai compris, enfin, si je me trompe pas, vers 7 heures du matin, tu commences à apprendre et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est peut-être pas ça, mais comment est-ce que tu vois tes journées? Comment est-ce qu'elles s'organisent? Euh, alors, je me laisse du temps aussi. Donc je fais ça. On va dire, on va prendre. C'est pas tous les matins que je vais faire la formation. Quand j'ai la formation, je me forme. Après, je regarde un peu les mails. On va dire que je les regarde un peu en diagonale. Je voir quels sont les sujets, si j'ai des choses à traiter ou pas. J'identifie les différentes tâches, si c'est des tâches sur du long terme ou du court terme. Et j'utilise un outil j'utilise maintenant pour mes recrutements, j'utilise un outil qui est pas forcément au départ spécifique pour ça s'appelle Microsoft List, qui me permet de faire un suivi et puis de voir un peu les différentes étapes. Et en fait, comment je travaille, c'est que du coup, nous, on a beaucoup de formations. Donc, je m'occupe de beaucoup de formations. Il me semble que là, en ce moment, je suis sur une trentaine de formations en même temps. Et je regarde les différentes étapes où en sont les formations. S'il y a besoin de recruter du monde, s'il y a des plans de formation qui ont été réalisés, si ça n'a pas été réalisé, je vais dire, hey, Camille, il manque peut-être ça, ce genre de choses. Et après, après que c'est fait, je regarde les différents besoins, que si j'ai besoin de recruter un formateur, je vois aussi la veille, c'est-à-dire quand j'ai recruté quelqu'un, chose que je fais, c'est que j'envoie pas quand j'ai un besoin, j'envoie pas 50 messages à 50 personnes.
je vais identifier une personne dans la journée. Si je vois qu'elle me répond pas dans la journée, bah, le lendemain, je vais essayer de contacter une autre personne. Et, et puis, je pense que j'en contacte à peu près 2 par semaine sur un sujet. Et si j'ai pas de retour, bah, je vais faire une première relance. S'il y a pas de retour, bah, je passerai à autre chose. Mais je garde une certaine priorité parce que je sais que les personnes que je contacte, bah, d'abord, je choisis plus souvent les personnes qui m'intéressent le plus. Et après, bah, après, tu changes un peu tes critères, tu prends plus de risques et puis, ou tu utilises des différents canaux pour pouvoir recruter des gens. Ok, bien. Et alors après, donc là, c'est ta journée là que tu m'as expliqué. Le soir, est-ce que tu arrives à couper après du boulot ou est-ce que tu continues un peu? Alors moi, c'est assez particulier déjà parce que je travaille avec ma copine. Donc du coup, comme je travaille avec ma copine et puis on est sur 2 départements, on travaille, qui sont très très proches, faire la coupure, c'est pas simple. C'est vrai que c'est pas simple. On se force à le faire. L'avantage aussi, c'est que tu vois, comme moi je suis en télétravail, hein, je suis de chez moi. On a 2 pièces dédiées en fait au travail. C'est-à-dire on travaille pas dans le même bureau. Si on n'avait pas 2 pièces dédiées, je pense qu'on travaillerait dans le même bureau. Mais à partir du moment où tu sors de cette pièce, c'est plus le travail. Et ça, je pense que c'est important parce que de faire une coupure et de créer comme un sanctuaire de travail. Et, et psychologiquement, ça change pas mal de choses. Je t'avoue que quand je suis dans le week-end et que je vais dans cette pièce, bah, malheureusement, ça me fait penser au travail après. Mais je reste pas trop longtemps dans cette pièce. Je la fuis. Et alors, je pense, j'aurais pas pensé à te poser cette question-là, mais je pense que c'est un bon point à apporter quand même parce que ben, le milieu du travail, c'est aussi le milieu des rencontres et puis il y a beaucoup de couples qui se forment. Comment est-ce qu'on fait pour gérer sa vie personnelle, sa vie professionnelle? Déjà, tu nous as donné quelques petits tips déjà en séparant vos pièces. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites pour réussir à maintenir un équilibre tous les deux? En fait, moi, j'ai toujours vu. C'est vraiment l'éternelle discussion, hein, ce côté travailler avec sa copine ou pas, sa femme, son mari. Plein de gens disent ah non, mais c'est une catastrophe de faire ça. Et en fait, j'ai pas la même vision là-dessus. Depuis le début, en fait, moi, ce que j'ai toujours pensé, c'est que c'est plus une force qu'une faiblesse parce que quand tu fais les choses, en fait, quand tu travailles, quand tu fais quelque chose de mal, quand tu te trompes, bah, t'es sûr que tu as quelqu'un qui est capable de te le dire, en fait. Et du coup, ça te crée vraiment un environnement où tu sais que tu peux être toi-même, en fait. Et alors, chose qui est un peu différente, c'est que tout ce qui va être un peu témoignage de tendresse, etc., t'as tendance à éviter quand même parce que bah c'est pas je suis pas contre ça pour les gens qui peuvent le faire, mais ça permet aussi de donner une sorte de barrière euh, pour tes collègues en fait qui puissent se rendre compte que bah tu n'es pas juste un couple, tu es aussi des collègues. Et à partir du moment où tu montres que que tu montres beaucoup plus d'aspects travail que d'aspects couple, euh, ça marche assez bien en fait. Et tu Ouais. vois, justement, alors une dernière des choses, c'est que vu qu'on travaillait comme ça, le télétravail a amené beaucoup de ça, cette problématique où les gens disaient, je vais faire comment, faut que je travaille avec ma copine, etc. Je sais pas, on va se hurler dessus, etc. Euh, et en fait, je me suis aperçu du contraire, c'est que quand tu regardes un peu la discussion, t'en parles un peu avec les gens, bah ça se passe pas si mal en fait quand ils travaillent avec leur copine. Mais alors c'est top parce que du coup, ce que tu amènes là aussi, c'est de me dire, bah, en fait, vous vous challengez tous les deux et puis au moins, tu es C'est sûr que ça. quoi qu'il se passe, tu auras quelqu'un qui va te faire à fond. Et puis, il va pas temps à Kevin, mais là, ça va pas du tout, là. C'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai tendance en plus, j'ai un profil créatif, donc du coup, dès que je peux avoir plein d'idées et je peux avoir des très très mauvaises idées aussi, et du coup, quelqu'un est capable de me dire, sans forcément me mettre de détour, que l'idée est pas top top, tu vois. Donc ça, c'est cool. Ça pour être, parce que vraiment, des fois, j'ai des idées, voilà. C'est ça. Quand tu es créatif, tu as besoin vraiment t'essaies d'aller, tu pousses les choses plus loin et encore plus loin et encore plus loin, et des fois, bah, c'est trop loin. Et voilà, Clairement. Ouais, donc, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un, en tout cas, qui peut te faire un feedback c'est de ça. l'autre côté. Et là, on était aussi, tu sais, sur le sujet du télétravail. Euh,
qu'est-ce que ça a changé? Tu sais, on était dans une période, enfin, on est toujours d'ailleurs dans une période assez particulière. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta façon de travailler? Parce que, bah, au final, tu contactes quand même des personnes qui sont aussi à l'étranger, qui sont pas forcément dans le même pays que toi. Donc cet aspect travail à distance, tu l'avais quand même. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé pour toi? Je pense qu'au niveau du rythme dans mon travail, c'est justement faire pouvoir. Alors moi, j'étais quelqu'un qui ne faisait jamais de pause parce que faire une pause, j'avais l'impression que tu vois, j'étais lancé et que que je m'arrêtais et que du coup, bah, fallait recommencer à relancer la machine avant d'y aller. Et donc du coup, les pauses, je me suis aperçu que c'est super en fait les pauses et que c'est quelque chose quand même d'important. Et dans mon travail, en fait, une chose qui a été très importante, c'est que ce qu'on a l'habitude, ben, ce qu'on fait habituellement, c'est que on amène des gens sur place dans nos locaux. Et là, avec bah, tout ce qui est le problème de la crise, c'est un peu plus problématique. Et du coup, j'ai dû repenser un petit peu ma façon de faire. Et donc, autant moi, mes interactions ont toujours été un peu les mêmes, où il faut que je téléphone, il faut que je fasse des visioconférences. Mais ce qui a pu changer, c'est que moi, quand j'offre dans mes services, c'est que bah, je donne de la visibilité et beaucoup de formateurs aiment se retrouver face à la caméra et c'est des choses qui n'étaient pas forcément possibles à faire. Il a fallu discuter et faire comprendre que les besoins, en fait, les besoins et les besoins des apprenants, les besoins des apprenants sont différents et la demande est différente parce que la situation est différente. Ouais, complètement. Et avec ton équipe, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé aussi? Et comment est-ce que vous avez pu vous adapter ensemble? Pour eux, c'était plus dur, tu vois, parce que moi, c'est du recrutement, donc ça va, c'est la phase en amont, tout ce qui est la partie production est un peu plus compliqué parce que justement, quand tu fais venir des gens sur place, tu maîtrises beaucoup d'aspects, tu maîtrises la technique, tu maîtrises la motivation, tu maîtrises tous ces aspects-là. La technique, c'est quelque chose que on maîtrise, c'est pas un souci. La motivation, c'est quelque chose qui est complexe parce que si par exemple, toi, Camille, tu viens sur place et que tu as des doutes, je vais l'identifier, je vais le voir à ton visage, je vais le voir à ton énergie. Tu vas me dire, ah, Kevin, tu vois, je galère un peu, tu vois. Et là, je vais pouvoir je vais pouvoir te coacher et te dire, bah non, mais, enfin, oui ou non, ou pense d'une autre façon, et tu vas pouvoir te remotiver et tu vas réussir à réaliser ce que tu veux faire. À distance, la différence, c'est que les gens, ils vont te dire quand ça va pas, mais ils vont te le dire quand ça va vraiment pas et que c'est catastrophique. Et ça, c'est problématique parce que bah, tu aurais pu aider au début et puis finalement pas en faire une maison. Et là, tu te retrouves à devoir avoir des gens qui le vivent très très mal, tu vois, qui vivent très très mal. Et nous, on a vraiment, comme on a cette relation un peu cette relation de proximité avec les gens quand ils vont pas bien et qu'ils sont, bah, quand ils sont pas en déprime et quand ils y arrivent pas et qu'ils sentent qu'ils peuvent pas y arriver. Ah, c'est dur. Enfin, c'est dur. Nous, psychologiquement, c'est dur parce on sait que on veut pas mettre de pression parce que c'est pas notre objectif. On sait la difficulté pour tout le monde. Et puis voilà, quoi. Donc, on essaie de trouver des moyens pour identifier en amont quand il y a des difficultés. Et comment tu fais justement pour pouvoir, parce que là, je suis en train de faire des parallèles aussi avec des managers qui doivent le faire aussi avec leurs équipes. Et puis souvent, tu vas pas dire à ton manager, enfin souvent, ça arrive en tout cas, tu vas dire qu'au dernier moment que ça va vraiment pas dans ton milieu de travail. Et comment est-ce que tu fais toi pour pouvoir identifier avant que la personne qui te l'a pas dit que ça va pas en fait? Ah, c'est certes beaucoup plus de boulot, mais c'est beaucoup plus de contact, beaucoup plus de communication. Et puis, à partir du moment où toi, tu es transparent, si moi je te dis par exemple que j'ai des difficultés, parce que tout le monde a des difficultés, tu vas être à même à dire que tu as des difficultés. Et, euh, et c'est justement du coup du partage. Et quand la personne est vraiment dans ces différentes tâches, c'est faire beaucoup plus. Finalement, tu vas faire plus de communication, peut-être plus de Teams, peut-être plus de mails, peut-être plus euh, pour faire plus d'interactions en fait. Et à partir du moment où tu vas faire plus d'interactions, tu vas ressentir et tu vas pouvoir voir et identifier si le lundi l'énergie ou l'entrain de la personne est la même que le mardi. Et sans ça, tu peux pas le voir parce que si tu regardes lundi, tu regardes vendredi, bah, tu te dis, oh, c'est juste un coup de mou. Voilà.
Très bien. Alors, Kevin, là, on arrive bientôt à la fin de mes questions. Oula, Est-ce que toi, tu aimerais rajouter quelque chose? est-ce que j'aimerais rajouter quelque chose? Alors, sur quel aspect? Alors là, c'est vraiment, tu sais, Ah, j'appelle c'est ça ouvert. un petit moment en libre antenne. Donc, c'est vraiment ouvert. La libre antenne. J'ai dit beaucoup de choses. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses, mais ce qui vraiment me tient à cœur, comme je dis, c'est le côté vraiment. Si je sais, tu vois, j'ai quelque chose. Je vais parler de la diversité parce que c'est quelque chose qui est pour moi qui est très très important et que j'ai un avis dessus qui peut être partagé ou pas. Hein. Ce que je pense qui est important vraiment au niveau de la diversité, c'est pas de la mal la faire. Il y a eu il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et pour moi la diversité, il y a une chose qu'il faut faire attention, c'est de dire que quand on fait des recrutements sur de la diversité, il faut pas juste remplir des chiffres. Il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe aux chiffres qu'on remplit parce que je me suis aperçu de ça, c'est que dans certains endroits, on va se retrouver à faire de la diversité et dire ah bah voilà, tiens, on a des quotas et on remplit sur des postes qui numériquement fait que de façon plus globale, on se retrouve à dire ah bah voilà, notre équipe, notre entreprise fait de la diversité. Mais quand tu regardes dans les détails, tu vas te retrouver avec la diversité est pas vraiment réelle et tu te retrouves avec des personnes qui sont où c'est égalitaire, mais pas sur les mêmes types de jobs. Et ça, c'est quelque chose vraiment que je considère dans mon travail, moi, c'est de dire que quand je fais des formations et que je veux faire de la diversité, eh ben il faut que l'autre aspect qui est de trouver une balance égalitaire, c'est de me dire que les formations que je sais qui vont être plus à succès sont à donner autant qui sont donnés autant aux hommes qu'aux femmes, à tous les types de diversité. Et, et ça, je pense que c'est une chose que les gens, au niveau recrutement, il faut faire attention. Et puis voilà quoi. Mais comment est-ce que tu fais justement pour pouvoir faire attention? Parce que des fois, alors c'est peut-être aussi des fausses croyances, c'est peut-être, voilà, tu vas pouvoir casser ces fausses croyances, mais tu te dis non mais attends, c'est des métiers où c'est tellement difficile de trouver, alors là, je peux parler des femmes, mais ça peut être aussi d'autres profils. Tu dis non mais en fait c'est trop difficile d'aller chercher et puis je vais aller vers la facilité et puis avoir des profils que j'ai habituellement. Comment est-ce que tu fais pour casser ça justement? Bah, en fait, il faut réfléchir aussi à des profils juniors. Bah, c'est un peu en fait, c'est ça la problématique de cette diversité-là, c'est que moi, au niveau formation, j'ai eu cette problématique à dire, bah voilà, c'est drôle, il y a plus d'hommes experts que de femmes experts. C'est quelque chose que on a l'impression. Sauf que si tu t'arrêtes juste à cet aspect-là, tu t'aperçois que la raison, c'est laquelle? C'est que peut-être que justement des femmes ont eu moins d'opportunités. Et donc, du coup, c'est sûr elles peuvent pas avoir finalement le profil qu'a pu avoir le monsieur. Donc, ça veut dire que certaines fois, il faut prendre, malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais il faut aussi prendre des paris et prendre des profils qui sont un peu plus juniors et dire, bah voilà, au moins c'est un pari, certes, mais cette personne-là, elle n'a pas eu d'opportunité par le passé. On lui a pas forcément fait une opportunité. Et bah ça peut être moi qui lui fais une opportunité et puis faire développer cette personne et dire bah tiens aujourd'hui j'ai eu Camille, tu vois, j'ai eu Camille Lynn qui est maintenant qui fait des podcasts et je suis très fier de me dire bah voilà, j'étais là avant même que Camille devienne cette experte. Alors là, franchement, je peux que dire oui, en fait, et rebondir là-dessus, car c'est fou, hein. Mais le fait que tu aies fait ça avec moi, car tu m'as recruté quoi, il y a un peu plus de 2 ans, en fait, et à l'époque, je n'avais pas l'impression d'avoir cette expertise-là. Et le fait que tu m'aies donné cette opportunité-là, sans regarder mon âge, et en me disant, hey, t'es capable, j'ai eu envie après en fait d'aller encore plus loin, d'aller faire des conférences, d'aller voir d'autres personnes, à aller chercher en fait d'autres opportunités. Et puis là, ben, je me dis que le fait d'aller au-delà du coup des caractéristiques hein, comme l'âge, la race, l'orientation sexuelle, le handicap, etc., ben, ça peut apporter non seulement à l'individu, mais aussi à l'entreprise. Et du coup, j'espère en tout cas que le message qu'on peut faire passer là aujourd'hui, c'est allez-y, favorisez l'inclusion, pardon. Et puis l'entreprise, elle peut se sentir que gagnante. Et puis vous allez contribuer d'ailleurs à rendre les gens meilleurs en fait. Mais tu sais que il y a aussi le côté un peu sociétal. Moi c'est un truc vraiment c'est un peu mon profil. Hein. Moi au départ je viens d'un quartier donc où quand tu vois dans les quartiers ce qu'on te propose, c'est qu'à partir du moment où on te dit tu as un travail, c'est déjà une bonne chose.
Et il faut voir que les différents environnements amènent pas à que les gens puissent se dire, je peux aller toujours plus loin. Et si j'étais resté un peu dans cette mentalité que j'ai pu avoir, j'aurais pas poussé, j'aurais pas pris de risque. À partir du moment où j'avais eu un CDI, je serais resté là-dedans. Mais et ça, je pense qu'en tant que recruteur, faut le prendre en compte parce qu'on se rend pas compte finalement que il y a différentes mindsets qui sont ancrés parce que vraiment grandir dans ces quartiers-là, c'est un mindset qu'on te crée et que tu te rends même pas compte en fait. Tu te rends compte que juste qu'il faut que tu sortes de ça, faut que tu sortes de ce quartier-là pour t'en sortir. Et puis voilà, et ça, je pense que c'est la plus grosse difficulté. Mais c'est pour ça que c'est difficile de juger une personne juste par son CV parce que il y a tellement de choses qui peuvent se cacher derrière. Et tu vois, là, j'ai l'impression que même en parlant de diversité, on revient à ce qu'on disait au tout début, c'est oser, continuer à oser. Et puis, c'est ça qui va encore vous donner encore plus confiance en vous. Et puis, donner l'envie d'avancer encore plus. Et puis, d'autres portes vont pouvoir s'ouvrir, quoi. C'est ça. Et puis voilà. Et puis voir. Le truc, c'est qu'on a toujours peur de l'échec. Il faut juste se dire que l'échec, c'est pas une fin en soi. C'est plus. C'est bateau à dire, mais c'est vraiment un apprentissage. Comme je disais, c'est que si tu connais pas les difficultés, les plus grandes difficultés, tu peux pas savoir ce que c'est les vraies bonnes choses. Et donc du coup, plus tu vas peut-être échouer, plus tu vas savoir qu'est-ce que tu peux faire de plus grand en fait. Effectivement. Alors là, on arrive à mon avant-dernière question et que j'aime bien poser. Qu'est-ce qui te donne envie de te réveiller le matin, Kevin? Qu'est-ce qui me donne envie? Alors déjà, j'ai beaucoup de motivation le matin. Donc en fait, c'est ça, c'est vraiment ce contact. Moi, comme je te dis, je suis de cette nature-là où être en contact avec les gens, ça me donne de l'énergie. Tu me mets seul, même si le confinement, c'était pas si dramatique que ça, mais créer ces contacts-là, voir toujours plus, et puis oser de plus en plus en fait. Et tu vois, me dire que j'ai commencé mon travail ici à LinkedIn avec une vision un peu, on va dire une vision un peu peureuse où j'osais pas faire des choses, et puis maintenant voir que tu trouves des gens qui sont prêts à te collaborer avec toi et faire de plus en plus de beaux projets. Et il faut savoir, j'ai l'avantage, c'est que de travailler pour la formation, et puis la formation, c'est très enrichissant. C'est autant pour moi que pour les autres. T'apportes un savoir, et pour moi, le savoir, je sais pas comment te dire ça, mais c'est énormément de bonheur, et puis c'est énormément de plaisir, quoi. Et justement, là, juste je sais que je te dis mon avant-dernière question, je t'en rajoute juste une autre avant ma dernière. Mais, parce que là, tu me parles de savoir, là, je suis en train de me dire, ok, Kevin, si là, je te dis, demain, tu peux apprendre ce que tu as envie, aller rencontrer la personne que tu as envie pour aller apprendre auprès d'elle ou de quelque chose, enfin voilà, vers quoi est-ce que tu te tournerais? Vers qui? Vers qui ou vers quoi? Vers qui ou vers quoi, exactement? En fait, je chercherais une personne de l'ombre, quelqu'un qui fait énormément de choses mais qu'on voit pas. Et c'est un peu le problème, c'est que après il faut identifier cette personne-là et quel savoir. C'est difficile pour moi de te dire ça parce que le savoir, c'est je pense la plus grosse frustration que j'ai depuis que je suis tout petit, c'est de me résigner à me dire que je serais incapable de tout savoir. Si tu me demandes vraiment, j'irai voir les énormes patrons. Et je sais qui j'apprécierais, c'est le patron de Danone où en fait il avait fait un discours à HEC que j'avais beaucoup aimé, où il avait expliqué que ces personnes-là qui étaient à HEC, les étudiants, allaient être les leaders de demain, et qu'il fallait qu'ils fassent attention, parce qu'ils allaient amener un monde, et qu'il fallait que ce soit un beau monde, et qu'il fallait pas qu'ils se sentent au-dessus, et qu'ils puissent quasiment apporter du bonheur et apporter de la bienveillance sur le monde du travail. Donc lui. Alors moi, je voulais juste te rajouter quelque chose là-dessus. On parlait d'oser tout au long de ce podcast. C'est quand que tu oses le contacter? Je l'ai déjà contacté.
J'ai pas eu de réponse pour être honnête, mais c'est pas pour ça que je vais pas continuer. Je vais le recontacter plus tard. Alors, Ah oui, non, non. Moi, c'est pas un problème. Je contacte la personne que tu peux te dire. Tu te dis, tiens, j'espérais même les personnes que toi que t'as envie de contacter. J'aurais aucun problème à les contacter maintenant parce que j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont permis de me libérer de ce mindset, de ce blocage en fait. Non, mais c'est top. Alors, si jamais, on sait jamais, hein, si un jour le patron de Danone écoute ce podcast et que vous entendez Kevin, n'hésitez pas à le contacter. Et puis, ça fera des bons échanges. En tout cas, ça j'en doute pas du tout. Et pour terminer ce podcast, Kevin, j'aimerais savoir si tu peux partager avec nous ta découverte récente. Alors, ça peut être un livre, un film, une chaîne YouTube, quelque chose qui t'a vraiment marqué. Je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Booster votre mémoire et que j'ai beaucoup apprécié. Je pense que c'est un livre à succès. C'est comment s'appelle l'auteur. Je saurais pas te dire. En fait, pour être honnête, je saurais même plus dire qui c'est. C'est Jean-Yves Ponce. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié. Je l'écoute pendant que je cours. Depuis peu de temps, je fais un peu de course, de running. Et ouais, c'est enrichissant et à écouter. Je pense que c'est à écouter et aussi à lire parce qu'il y a certains aspects où c'est des exercices, c'est un peu compliqué de l'écouter. Mais je le conseille et allez voir quoi. Oh, top, merci beaucoup Kevin. Et enfin, si on souhaite échanger avec toi, te poser des questions, comment est-ce qu'on peut te contacter? Directement sur LinkedIn, sur Kevin Salomon sur LinkedIn. Je suis assez disponible pour tous les profils. Moi, c'est pas un souci. J'aime pouvoir aider les gens et dès que je peux le faire, je le fais et mettre en contact mes relations qui peuvent être utiles. Oh, merci Kevin. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi tout au long de ce podcast. C'était vraiment un super moment et un bel échange en tout cas. C'était plaisant. C'était vraiment plaisant. Comme je te dis, c'était ma première expérience en podcast. C'est marrant. C'est marrant. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, mais aussi à laisser vos avis sur Spotify, SoundCloud ou encore iTunes. Ça m'aiderait vraiment beaucoup à faire connaître ce podcast. Vous pouvez aussi m'adresser des suggestions de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés dans le prochain podcast en m'écrivant sur LinkedIn ou à mon adresse mail camille@5s7rh.com. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Je fais évoluer ce contenu grâce à vos retours. Et n'oubliez pas que l'échec n'est vraiment pas une fin en soi. Allez, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!